Donc, je voulais juste insister sur un point avant de passer à la présentation relative à la filière de soins du patient tuberculeux, notamment par rapport à l'utilisation de l'expert comme outil du diagnostic de la tuberculose. C'est vrai autant par rapport à les cas présumés de tuberculose pulmonaire, c'est un outil indispensable actuellement. Il est préconisé dans le cadre du programme national de lutte contre la tuberculose. Aussi pour la forme neuroménagée et la recherche du BK dans le liquide céphalorachidien, même si l'expert reste un test avec une sensibilité diminuée par rapport à cette forme de tuberculose neuroménagée, mais vu l'urgence de la forme, il est pertinent de le faire systématiquement. Donc il n'a d'intérêt que s'il revient positif. S'il revient par contre négatif, on peut tout autant retenir le diagnostic sera un faisceau d'arguments cliniques, radiologiques et biologiques. Pour les autres formes d'extrapulmonaire, pour les autres formes de tuberculose extrapulmonaire, notamment on a vu l'exemple de la forme pleurale, l'expert n'apporte pas grand-chose sur le liquide pleural. Autant si on fait une biopsie pleurale, là, ça peut se révéler positif. Pour les liquides pleurales, en général, ça revient négatif. Il a une sensibilité qui avoisine à peu près les 30%. Pour la ganglionnaire, ça peut apporter aussi une chose, donc ça peut confirmer le diagnostic. Mais retenez pour le programme, en tout cas pour ce qui se fait actuellement dans le cadre du programme, on le préconise d'utiliser l'expert seulement pour les cas présumés de tuberculose pulmonaire et les cas présumés de tuberculose neuroménagée. Pour les autres formes, on ne peut pas le faire parce qu'en fait, c'est un déploiement qui se fait de façon progressive. On n'a pas acheté donc tous les tests nécessaires pour tous les cas présumés de tuberculose, quelle que soit la forme. C'est seulement pour deux formes actuelles. Donc, je vous remercie. Donc, pour ce qui est de la filière du soin de patients tuberculeux, donc on a jugé finalement pertinent de vous faire cette présentation, vu qu'il y a parmi vous donc des confrères du secteur privé, donc des pédiatres du secteur privé, et il y a parmi eux certains qui n'ont pas finalement transité par les structures relevant du ministère de la Santé, donc ils ne savent pas exactement quelle est cette filière de soins de patients tuberculeux au niveau des structures relevant du ministère. Donc, juste pour rappel, c'est que la filière de soins, donc, elle représente donc, la trajectoire d'un patient pour une pathologie donnée, d'accord? Donc, quelle que soit donc la nature des prestations des services qui seront offerts au niveau des structures de soins, donc que ce soit relative aux prestations de prévention, notamment comme la vaccination, de dépistage, de diagnostic et même de prise en charge de traitement. Donc il y a un certain, selon la pathologie concernée, il y a un circuit bien précis. Donc surtout quand cette pathologie est prise en charge dans le cadre d'un programme national de lutte contre la tuberculose. C'est bien codifié, et chaque niveau de structure a son rôle à jouer dans cette prise en charge. Donc, aussi, cette filière de soins implique une organisation qui est cohérente et graduée donc, par rapport à ces soins. Donc, il y a une hiérarchisation finalement de ces structures par rapport à la prise en charge. Il y a toujours un premier niveau de recours pour la prise en charge, puis un deuxième niveau, puis un troisième niveau tertiaire, notamment au niveau hospitalier, au niveau des sages. D'accord ? Et il y a aussi, autour de cette prise en charge, il se fait de façon avec l'intervention d'un certain nombre ou de multiples acteurs, de multiples intervenants et de multiples donc, établissements de santé qui vont intervenir finalement pour la prise en charge de la pathologie concernée. Alors, par rapport à l'évolution de la filière de soins du patient tuberculeux au Maroc, donc c'est vrai, ça a évolué dans le temps. Initialement, la prise en charge se faisait principalement au niveau hospitalier, donc au début du siècle, donc du dernier siècle de 2020. Donc, il se faisait principalement au niveau des sanatoriums. Donc, je vous ai mis ici donc, la photo du sanatorium de Bansmim, qui était donc construit en 1948 lors de l'après-doctorat. C'est au niveau de la région, je crois, d'Azro.
Actuellement, il est abandonné, n'est plus utilisé. Donc, il y a même on dit qu'il est hanté actuellement, je ne sais pas. En tout cas, il y a un mythe comme quoi qu'il est hanté actuellement. Donc, pourquoi on faisait ce choix plutôt de la prise en charge hospitalière? En fait, c'est que les moyens de diagnostic dont on disposait donc au dépôt que ce soit pour le diagnostic, donc que ce soit l'anamnèse clinique, l'examen clinique avec le stéthoscope, la radio thoracique, la bactériologie, ce sont des moyens qui étaient disponibles depuis la fin du 19e siècle. Et certains depuis le début du XXe siècle, notamment pour l'IDER. Et c'est des fois par rapport à la radiologie, il ne se concevait pas que ce soit au niveau des structures ambulatoires, il se faisait en général au niveau des structures hospitalières. Aussi par rapport à la prise en charge ou la prévention, le BCG n'est apparu qu'en 1935, il a été plutôt 1924. Il n'a été introduit donc, dans notre pays qu'en 1935. Les moyens de traitement, que ce soit pour les antibiotiques, dont certains qu'on utilise jusqu'au jour d'aujourd'hui, la streptomycine apparaît donc c'est plutôt dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, et le sanatorium servait autrefois plus d'un moyen d'isolement de ces patients. On attendait l'évolution naturelle de la maladie, dont certains vont évoluer favorablement, finalement, guérir selon leur propre état immunologique, et dont certains décédés. Et ce n'est qu'à partir de la deuxième moitié siècle que, finalement, avec l'avènement des antibiotiques, avec la streptomycine, et surtout avec l'avènement d'une chimiothérapie intervenant plusieurs molécules à la fois, qu'il y a eu, finalement, un switch de cette filière de soins ou de l'offre de soins par rapport à cette maladie de tuberculose. Donc, par rapport, la prise en charge ambulatoire, finalement, a pris pas de façon progressive pour que, actuellement, qui devient, c'est plutôt la principale prise en charge se fait précisément en ambulatoire, hormis quelques cas de figure que nous allons voir tout à l'heure. Alors, par rapport ce switch donc, a été finalement fait donc, selon donc, les recommandations que ce soit de l'OMS pour la mise en place des soins de santé primaire, donc depuis la fin des années 70. La mise en place du programme national de lutte anti-tuberculose qui a été mis en place au niveau du Maroc jusqu'à donc la fin des années 70 pour pouvoir structurer cette prise en charge et non plus se centrer plus sur la prise en charge hospitalière. Aussi, l'introduction de traitements courts qui a été recommandée par l'OMS avec une polychimiothérapie depuis le début des années 80 au Maroc. Et enfin, l'adoption de la stratégie DOS, donc la stratégie DOS de l'OMS depuis 1992. La stratégie DOS, ça concerne donc finalement, c'est une stratégie de Directly Observed Treatment Strategy. En fait, c'est une stratégie qui est concentrée finalement sur le point de traiter de façon avec un traitement directement observé au niveau des structures de soins. Donc, on donne aux patients, on le voit en train de prendre le traitement, avec des polychimiothérapies de courte durée, donc avec une phase intensive et une phase d'attaque, une phase d'entretien, comme ce qui se fait actuellement. Donc, ça a été mis en place à partir des années 90. Donc, et d'où la nécessité que le programme a vu une façon de restructurer finalement son offre de soins et sa filière de soins par rapport à la prise en charge de cette pathologie, avec une décentralisation de la prise en charge qui a commencé à se faire principalement au niveau des établissements de soins de santé primaire, donc tous les centres de santé, on dispense finalement le traitement et on a mis en place des structures finalement d'appui à cet établissement de soins de santé primaire qu'on appelait auparavant CDT, c'est le Centre diagnostique de la tuberculose. Donc, c'est une structure aussi ambulatoire, mais qui a appuyé finalement les établissements de soins de santé primaire existants pour produire tout le volet diagnostic. Donc, c'est là où il y avait le laboratoire principalement, où il y avait la radiologie. Donc, cela n'a été fait finalement qu'à partir du début des années 90.
Alors, par rapport, toujours dans l'évolution de cette filière de soins, finalement, le rôle de structure d'appui des établissements de soins de santé primaire, finalement, ce qu'on appelle structure d'appui, c'est le CDTM actuel, Centre de diagnostic de la tuberculose et des maladies respiratoires. Et même ces structures, finalement, connaissent une évolution au cours des années. Finalement, plutôt, on l'appelait CDT au début des années 90. Une fois, ce n'est pas au début des années 2000, oui. On a un peu dépassé le temps. Donc, je pense qu'on va... Oui, allez-y, mais... D'accord. Donc, par la suite, on a switché au CDTMR. Finalement, il y avait toujours le centre de diagnostic de la tuberculose, mais on a introduit aussi le volet des maladies respiratoires, la prise en charge des maladies respiratoires. Et finalement, on est passé au centre de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires. Finalement, le mot tuberculose ne figure plus dans l'appellation de ces structures d'appui. Donc aussi par rapport à la prise en charge, se fait essentiellement en ambulatoire, mais l'hospitalisation reste toujours indiquée pour certaines formes, notamment les formes graves, la miliaire et la tuberculose neuroméningée, certaines formes de tuberculose pharmacorésistance. Aussi dans le cas d'effets indésirables, certaines formes des effets indésirables majeurs où on nécessite toujours l'hospitalisation. Et dans le cas de certaines formes de comorbidité avec une décomposition de certaines formes de tuberculose avec une comorbidité avec une maladie chronique. Et par rapport à l'offre actuelle de soins, ou plutôt la filière de soins qu'on préconise actuellement, principal vient au décret de 2015, où finalement il y a la structuration actuelle des différentes structures. Alors, par rapport à cette filière de soins, il s'organise principalement. Il s'organise principalement. Il y a des structures relevant du ministère de la Santé, ce en bleu ciel, avec d'autres structures ou d'établissements de soins hors ministère de la Santé. Là, il y a le secteur privé notamment, il y a les services de santé des phares, les services de santé des établissements pénitentiaires. Parmi eux, c'est eux finalement qui vont finalement trouver des cas présumés, qui vont dépister ou détecter certains cas présumés de tuberculose et qui vont les envoyer au niveau des structures relevant du ministère de la Santé. Alors, par rapport aux structures du ministère de la Santé, il y a un niveau primaire avec les centres de santé et les centres de santé intégrés. Les centres de santé intégrés sont des centres de santé avec un laboratoire de bacilloscopie. C'est ça la différence entre les deux structures. Et puis, il y a la cheville ouvrière de toute cette organisation, c'est le CDTM actuellement. C'est le centre de diagnostic de la tuberculose des maladies respiratoires, où finalement tous les cas présumés vont être envoyés à son niveau pour le diagnostic et éventuellement pour commencer la prise en charge. Par rapport à ces structures dans les établissements de santé primaire, il y a des structures d'appui, notamment pour la région de Rabat, il y a l'Institut national d'hygiène. Finalement, c'est un centre, c'est le laboratoire national de référence de la tuberculose, et où se fait certains diagnostics de laboratoire pour les formes de tuberculose pharmacorésistance. Pour les tests, les TDS phénotypiques, c'est là où ça se fait. Il y a aussi le centre antipoison, Maroc, c'est pour le suivi des effets indésirables, mais aussi pour le dosage plasmatique des antibacillaires. Et enfin, on a tout le réseau hospitalier, que ce soit de premier niveau, le CHP, le deuxième niveau, c'est les centres hospitaliers régionaux. Et enfin, le troisième niveau, ce sont les CHU, donc les centres hospitaliers universitaires, ou le centre hospitalier interrégional. Finalement, chacun de ces structures joue un rôle bien déterminé dans la prise en charge, que ce soit le niveau primaire avec tout le réseau des établissements de santé primaire. Ils ont un rôle dans identifier les cas présumés de tuberculose. Ils ont un rôle aussi pour les cas qui sont avérés de tuberculose de dispenser les médicaments. C'est une prise en charge qui se fait de façon décentralisée. En général, chaque patient va au niveau de centre de santé relevant de son domicile pour lui dispenser les médicaments. C'est là où se menent aussi les enquêtes autour du cas, avec une coordination avec les CCDTMR.
Et c'est là qu'on peut relancer, en cas de perte de vue, ces patients qui sont pris en charge. On a encore 5 minutes pour libérer la salle pour le prochain atelier. D'accord. Donc, il y a aussi la vaccination par le BCG. Enfin, le centre de santé intégré, c'est les mêmes prestations avec la bacilloscopie en plus. Il y a un laboratoire de bacilloscopie. Pour le CDTMR, c'est principalement, en plus du dépistage clinique et du dépistage, il y a ici du dépistage radiologique. Il dispose d'une radiographie thoracique. Il y a aussi les outils de diagnostic ici, donc que ce soit pour l'expert, que ce soit pour la bacilloscopie et pour les CDTMR qui ont une vocation régionale, c'est la culture, ils font aussi de la culture. C'est là où il y a la prescription de traitement initialement, avant qu'il soit dispensé au niveau des centres de santé. Donc ici, il y a le traitement de l'infection tuberculeuse latente. Et c'est là où il se fait en généralement le dépistage par rapport au VIH pour les patients tuberculeux. D'accord. Sinon, pour les structures d'appui, l'IPM, on en a parlé, donc il fait le même rôle principalement comme l'Institut national d'hygiène. C'est des tests diagnostiques de laboratoire pour le diagnostic, que ce soit en plus de l'expert, des tests diagnostiques, des tests de sensibilité par rapport aux antituberculeux. Le centre antipoison, on en a déjà parlé. Enfin, on revient par rapport au rôle de l'hospitalier dans tout ça. D'accord. Non. Pour l'hospitalier. Alors, le CHP, finalement, c'est là où on hospitalise certaines formes de tuberculose, notamment, on a cité les indications de l'hospitalisation tout à l'heure. Donc, c'est cela où se fait en général le diagnostic des formes extrapulmonaires. En général, c'est exercent les praticiens relevant du secteur public, en plus des autres spécialistes relevant du secteur public. Donc, c'est là en général où se fait le diagnostic de la tuberculose extrapulmonaire avec parfois l'examen anatomopathologique. Alors, pour le CHU, c'est la particularité d'avoir finalement des deux services qui prennent en charge la tuberculose pharmaco-résistante. Un se trouve à l'hôpital Moulay Youssouf et un deuxième à l'hôpital 20 août de Casablanca. Ils prennent en charge donc les formes compliquées de tuberculose pharmaco-résistante. Je voulais donc juste apporter une précision par rapport au centre référent du VIH. Donc c'est là l'autre volet de la prise en charge, soit pour prévenir la tuberculose chez les PV-VIH, donc en lui donnant donc un traitement, une chimioprophylaxie pour éviter qu'il fasse une tuberculose. Et c'est là où se fait donc un dépistage systématique chez les PV-VIH, il recherche systématiquement de la tuberculose. Et quand il s'avère donc un cas présumé, on va au CDTMR pour la confirmation, donc pour tous les tests nécessaires. Donc voilà. Je vous ai laissé ici la liste des CDTMR, donc relevant de la région de Rabat-Gaza, avec les adresses, éventuellement donc les numéros de téléphone. Donc, si jamais vous avez des cas présumés ou confirmés de tuberculose, vous pouvez les envoyer à ces adresses pour initier la prise en charge et pour initier le traitement. Donc, je vous remercie pour votre attention.